السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه السيونس إن شاء الله غادي نشوفوا استعمال الذكاء الاصطناعي في مادة الرياضيات. هذه غتكون في ثاني حصة للتطرق إلى استعمال الذكاء الاصطناعي في مادة الرياضيات. الحصة السابقة شفنا l'intelligence artificielle et didactique des mathématiques اللي العنوان كذلك كان هو l'analyse mathématique par l'IA, l'intelligence artificielle. On a pris ici un sujet de devoir, c'était le devoir numéro 1, semestre 2, pour l'année 2025. Alors, l'intelligence artificielle a fait une analyse détaillée de ce sujet. Maintenant, on va changer un petit peu. Au lieu de prendre le sujet d'un devoir, on va prendre ici la correction proposée pour un exercice pour voir ici l'analyse par l'IA de cette réponse ou bien de cette correction. Alors, on va prendre ici ce sujet, ici, c'est toujours le devoir surveillé numéro 1 pour l'année 2023. Donc, je vais prendre à titre d'exemple la correction proposée pour l'exercice 4, ici, pour ce devoir ou bien ce contrôle. Donc, voilà, je vais montrer ici la correction. Voilà la correction ici, proposée. Et parallèlement à ça, on va écouter l'analyse par l'intelligence artificielle de cette correction, ou bien de cette résolution de cet exercice. Donc, je fais pause. Voilà le sujet ici. Voilà le sujet ici. Bon, on va décortiquer Alors, tout ça. écoutons. Bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un domaine qui peut sembler un peu aride. Oui, un peu intimidant même, pour ceux qui ont quitté les bancs de l'école depuis un moment. C'est exactement ça. On plonge au cœur des mathématiques, et plus particulièrement de la géométrie vectorielle. Un beau programme. Ouais. La source du jour, c'est un extrait de transcription d'une vidéo YouTube de la chaîne Sanjay Math. Tout à fait. La vidéo a un titre très scolaire, hein. Ça s'appelle Soutien N 35 P8 devoir surveiller N1-SEM2. C'est précis. Très précis. Mais qu'on se rassure tout de suite, le but aujourd'hui, c'est pas du tout de replonger notre auditoire dans l'angoisse des examens sur table. Ah non, surtout pas. Ni de s'étourdir avec des calculs interminables, quoi. La vraie mission de notre décryptage, c'est d'observer à la loupe la méthode d'un enseignant. De voir comment il arrive à traduire un langage algébrique qui est hyper codé et abstrait pour en faire une réalité visuelle, géométrique et surtout super concrète. Et en tant qu'analyste, je dois dire que ce qui est fascinant ici, c'est vraiment l'universalité de la démarche. C'est-à-dire ? Eh bien, même sans aucun bagage mathématique récent, l'intérêt de cette analyse dépasse largement le cadre strict de la géométrie, tu vois. Ouais, je vois. La mécanique de résolution de problèmes que ce professeur présente, ça illustre une compétence fondamentale. C'est la capacité à prendre une donnée brute, complexe, qui a l'air complètement désorganisée. Le chaos total, quoi. Voilà, le chaos, et de la déconstruire en une séquence d'actions simples, logiques et exécutables. Cet extrait vidéo, c'est vraiment une démonstration en temps réel de la création de clarté. D'ordre, à partir du chaos. Exactement. Il s'agit de comprendre comment on utilise des règles très strictes pour naviguer de l'inconnu vers le connu. Alors pour bien faire, on s'est imposé une règle pour cette discussion, c'est de suivre la rigueur du professeur pas à pas. Sans brûler les étapes. Sans brûler les étapes, ouais. En respectant vraiment la chronologie de son raisonnement. Alors pour planter le décor, la situation de départ, elle est super simple, visuellement. Sur le tableau, on a un espace de travail vierge avec juste un triangle quelconque qu'il appelle A, B, C. Il n'y a rien de particulier sur ses angles ou ses côtés. Un triangle, tout ce qu'il y a de plus banal. C'est ça. Et l'élément déclencheur, c'est quand un nouveau point, qu'il baptise I, vient se placer très exactement au milieu de la base de ce triangle, donc sur le segment BC. D'accord. Donc là, la scène est hyper lisible. Une forme géométrique basique et un point d'ancrage central. Et c'est cette configuration très simple qui va poser les fondations nécessaires pour introduire un concept dynamique, fondamental.
La translation. Ah, la fameuse! Oui, la fameuse. Le professeur dit qu'on considère une translation, qu'il appelle petit t, et qui est définie par un vecteur spécifique. Le vecteur qui va du point B vers le point I. Ok. Et en maths, tu sais, un vecteur, c'est pas juste un trait tracé au hasard sur un tableau. Non, non, c'est une règle stricte. C'est une instruction de déplacement très rigoureuse qui impose 3 conditions non négociables. Lesquelles? D'abord une direction. Ça correspond à l'inclinaison de la ligne droite sur laquelle le mouvement se fait. Ok, la pente en gros. C'est ça. Ensuite, un sens. Ça indique si on va vers l'avant ou vers l'arrière sur cette ligne. Ici, précisément, de B vers I. Logique. Et enfin, une norme, ou une distance, si tu préfères, ça définit la longueur exacte du déplacement. Tu sais, pour vulgariser un peu, moi je compare souvent cette instruction à une action qu'on fait tous les jours sur nos ordis. La fonction copier-coller. Ah, c'est une excellente analogie, ça. Bah oui, si tu sélectionnes un dossier sur ton écran pour le glisser de 3 cm vers la droite, tu appliques un vecteur de déplacement. Tout à fait. Et si tu répètes cette action sur un autre dossier, tu vas le bouger avec la même inclinaison, dans le même sens et sur la même distance. Exactement. La translation vectorielle préserve l'intégrité absolue de l'objet qu'on déplace. Il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de déformation. Aucune. C'est un glissement pur et parfait dans l'espace. Bon, et la première tâche du devoir surveillé, elle illustre ça tout de suite. Le prof demande de construire un point E, qui est l'image du sommet A, par cette fameuse translation de vecteur BI. Et c'est là qu'il traduit cette phrase en français par une égalité mathématique stricte. Il écrit quoi sur le tableau? Il explique que dire que la translation transforme A en E, ça signifie que le mouvement pour aller de A vers E est rigoureusement identique au mouvement pour aller de B vers I. Donc, algébriquement, ça fait une égalité de vecteurs. Voilà. Il pose sur le tableau que le vecteur BI est égal au vecteur AE. Et cette simple petite déduction, c'est ce qui ouvre la voie à la construction géométrique. C'est génial parce que le passage de la théorie à la pratique révèle une structure cachée. Complètement. En dessinant ce nouveau vecteur à partir du point A, avec la même longueur, la même pente, on voit apparaître une forme hyper familière. Un parallélogramme. Exactement. Les 4 points s'alignent pour former un parallélogramme parfait, le parallélogramme BAIEA. Donc le prof sait avec une certitude absolue où placer le point E. Parce que la règle géométrique garantit que les côtés opposés de ce quadrilatère sont parallèles et de même longueur. C'est fascinant comment l'abstraction devient juste un geste de dessin super précis. Oui, mais attention, cette première étape, c'était juste une mise en jambe. Ouais, pour donner confiance aux élèves. C'est ça. Parce que la vidéo bascule tout de suite après sur un défi d'un tout autre niveau, une véritable énigme algébrique. Ah, le gros morceau. Vas-y, raconte-nous cette équation. Le professeur inscrit au tableau un truc qui ressemble à une suite de symboles impénétrables. 2 fois le vecteur BF moins 3 fois le vecteur BC est égal au vecteur nul. Donc, ça lie le point B à un point F qu'on ne connaît absolument pas et le point B au point C. Et l'objectif explicite de la question, c'est de construire ce point F sur le dessin. Le contraste est ouf. T'as cette formule hyper froide au tableau et tu dois en sortir un point physique à dessiner sur ta feuille. C'est un mur symbolique. Un mur, oui, mais l'approche du professeur est d'une grande méthode. Sa stratégie, ce n'est surtout pas de deviner. On fait pas ça au doigt mouillé. Ah non. Il manipule la matière algébrique pour isoler ce qu'il cherche. Il fait le tri. Il veut mettre le vecteur avec l'inconnu f d'un côté de la balance et tout le reste, les éléments connus, de l'autre côté. Donc il prend le moins 3 BC et il le passe de l'autre côté du signe égal. C'est ça. En changeant de côté, le signe change. Le moins devient un plus, le vecteur nul disparaît et on obtient une égalité beaucoup plus simple. 2BF égale 3BC. Exactement. Et le travail de simplification continue. Il divise l'ensemble par le chiffre 2 qui est rattaché au vecteur inconnu. Ce qui nous donne BF égale 3 demi de BC. Et le résultat final de cette manipulation est d'une élégance rare. Il a défini le trajet vers le point F sous la forme d'une simple fraction appliquée au trajet connu allant de B vers C. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Franchement, c'est mon moment préféré de la vidéo. Ah, oui, le moment Eureka. Le moment Eureka, ouais. Le prof s'arrête sur cette fraction 3 demi et il lâche une phrase clé. Il dit « Qu'est-ce que je déduis ?» Je déduis 3 choses. C'est le cœur de la traduction mathématique. Des chiffres inertes qui deviennent un cahier des charges physiques. Ça donne 3 instructions précises pour trouver la cible. C'est quoi la première déduction qu'il fait?
La première information, elle concerne l'alignement. Le terme technique, c'est la collinéarité. Ok. Si tu regardes l'équation simplifiée, BF égale 3/2 de BC, le vecteur de gauche et le vecteur de droite partagent la même origine, la lettre B. D'accord. Puisqu'un vecteur est un multiple de l'autre, la géométrie dicte que ces 3 points, B, F et C, sont obligatoirement sur une seule et même ligne droite. Donc boum, la zone de recherche est considérablement réduite, le point F n'est plus perdu n'importe où sur la feuille blanche, il est forcément sur la droite qui passe par la base du triangle. Exactement. Et la deuxième déduction va nous dire de quel côté chercher sur cette ligne. Le sens. Le sens, oui. Le professeur regarde la fraction. 3/2 c'est positif. En langage vectoriel, si c'était négatif, ça imposerait un demi-tour. On partirait dans la direction opposée à C. Mais comme c'est positif, Comme c'est positif, ça garantit que le vecteur qui pointe vers F s'engage dans le même sens que celui qui pointe vers C. Le point F est donc en avant de B, en regardant vers C. ça écarte toute la partie arrière de la droite, donc on a la trajectoire, on a le sens, et la troisième déduction, c'est pour la distance exacte, j'imagine. Tout à fait. C'est là que l'ingéniosité du prof s'exprime. L'équation demande de multiplier la distance BC par 3/2. Ce qui fait 1,5, une fois et demi. Voilà. Et pour éviter de sortir une règle graduée et de faire des mesures fastidieuses, il décompose le truc de tête. Une fois et demi la distance, c'est la distance entière, plus la moitié de cette distance. Et c'est là que la beauté de l'exétriste saute aux yeux. La moitié de cette base, c'est pas un truc abstrait, c'est physiquement là, sur le dessin. C'est le point I. C'est le point I posé au tout début du problème comme étant le milieu de BC. Le prof a déjà l'étalon de mesure sous les yeux, Le geste devient presque instinctif. totalement. Il part de B, il fait la distance BC complète, il prolonge la ligne et il reporte juste cette demi-portion supplémentaire pour placer le point F. Les 3 conditions sont remplies, le point F apparaît là où la logique l'exigeait. C'est brillant. Mais bon, la construction géométrique est validée, sauf qu'on est dans un devoir surveillé. Ah oui, l'intuition visuelle ne suffit pas. Il faut la preuve par le calcul. La grande démonstration. Et là, c'est du sport. La consigne, c'est de prouver par le calcul que l'image du point C, par la toute première translation, le vecteur BI, est bel et bien ce fameux point F. Il faut créer une chaîne logique indéniable. En gros, il faut prouver que le vecteur CF est strictement égal au vecteur BI. Et comment il s'y prend? Parce que là, ça ressemble à une sacrée gymnastique intellectuelle. C'est de la chirurgie algébrique. Il repart de la toute première équation, celle qui semblait indéchiffrable. 2BF moins 3BC égale vecteur nul. Voilà. Son but maintenant n'est plus d'isoler F, mais de faire apparaître le lien entre C et F. Et pour ça, il va décomposer le chiffre 3. Oui. Au lieu de garder le moins 3BC en un seul bloc, il le scinde en deux. Il écrit moins 2BC, moins BC. Ça rallonge l'équation, ça a l'air contre-intuitif. En apparence, oui, mais ça crée une symétrie fondamentale. L'équation devient 2BF moins 2BC, moins BC égale 0. Ah, je vois, il fait apparaître le chiffre 2 un peu partout. Et cette symétrie autorise la factorisation. Il prend le premier bloc, 2BF moins 2BC, et il met le 2 en évidence. Ce qui donne 2 facteurs de BF moins BC. Et ensuite, le moins BC qui reste passe de l'autre côté du égal. Ce qui donne à droite un BC positif. L'équation devient 2 facteurs de BF moins BC égale BC. Et c'est là que la magie opère. Dans la parenthèse, on a BF moins BC. Par les règles vectorielles, soustraire BC, c'est comme ajouter CB. Et BF plus CB, ou plutôt CB plus BF, ça fusionne pour donner le vecteur CF. C'est la relation de Chasles. La parenthèse devient simplement CF. On a donc 2CF égale BC. Il a forcé l'équation à parler son langage. Presque, car il reste la dernière substitution. L'équation nous dit que 2 fois le vecteur CF vaut la base complète BC. Or, on se rappelle du point I. Le point I, le milieu. La base complète BC, c'est exactement 2 fois le vecteur BI. Donc il remplace BC par 2BI. Et le tableau affiche 2CF égale 2BI. Une simple division par 2 de chaque côté, et le résultat s'impose. Le vecteur CF est égal au vecteur BI. La boucle est bouclée, la preuve est faite. Le dessin trouve sa justification inébranlable dans la mécanique algébrique. C'est impressionnant. Et cette validation va nous mener à la dernière étape du devoir, le triomphe visuel. La déduction du parallélisme.
C'est ça. Le prof demande de statuer sur la position de deux droites. La droite AC, un côté du triangle, et la droite EF, qu'on vient de construire. Il faut prouver qu'elles sont parallèles. Et sans faire la moindre mesure, juste avec la logique de synthèse. Comment il rassemble les pièces du puzzle? Eh bien, dans la première étape, on a établi que le point E est l'image du point A par la translation. Ok. Ensuite, on vient tout juste de prouver que le point F est l'image du point C par cette même translation. Donc, deux points distincts de la droite AC ont été déplacés par la même instruction pour donner la droite EF. Exactement. C'est un théorème fondamental. L'image d'une droite par une translation est une droite qui lui est strictement parallèle. Le déplacement se fait en bloc. L'inclinaison est préservée. La déduction est irréfutable. D'ailleurs, c'est marrant, à ce moment précis de la vidéo, on note une petite particularité dans la transcription textuelle. Ah oui, le petit bafouillage du professeur. Ouais, l'audio capte une superposition de mots, ça donne un truc du genre AC et les parallèles AEF. Voilà. Ici, AC et les parallèles AE. Ça souligne un contraste saisissant, tu sais, entre la communication verbale, qui peut être hésitante dans le feu de l'action pédagogique, et la certitude absolue du langage mathématique sur le tableau. Les mots peuvent trébucher, les sous-titres automatiques peuvent s'emmêler les pinceaux, mais la conclusion tracée à la craie ne souffre d'aucune ambiguïté. Et pour couronner le tout, il prend ses outils et trace physiquement les deux grandes droites pour vérifier visuellement que ça colle. La théorie rejoint la pratique. C'est très satisfaisant. Complètement. Et tu sais, si on prend un peu de hauteur par rapport à cette session de soutien scolaire, la méthode qu'on vient de décortiquer, elle révèle des mécanismes de pensée qui sont transposables partout. C'est vrai. Regardez un bloc d'informations complexes, parfois hostiles, pour y chercher méthodiquement des instructions simples d'alignement, de direction, de proportion. C'est une compétence vitale. Surtout face à la surcharge d'informations qu'on vit au quotidien. Savoir isoler les variables pertinentes pour définir un plan d'action, ça évite la paralysie face à la complexité. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça pour les personnes qui nous écoutent? Cet exercice, ça montre que la géométrie vectorielle obéit à des règles de structure. Une fois qu'on les comprend, l'espace devient prévisible et maîtrisable. C'est une vraie grille de lecture face au chaos. Et ça me pousse vers une ultime réflexion. Une petite provocation pour refermer cette analyse. Je t'écoute. Si on transpose cette notion de vecteur au-delà des mathématiques, si on imagine que nos choix fondamentaux de vie, personnels ou professionnels, c'est comme des vecteurs. Des instructions de mouvement. Voilà. Chaque décision qu'on prend initie un vecteur avec un point de départ précis, une direction stratégique et une intensité donnée. C'est une image puissante. Quand on y pense, si on observe attentivement les paramètres de ce choix initial, de cette translation, est-ce qu'on ne pourrait pas tracer intellectuellement les futures droites parallèles de notre trajectoire? Anticiper notre point d'arrivée avec la même rigueur que sur ce tableau noir. Exactement. C'est une vraie piste pour modéliser nos propres dynamiques de changement. Bref, cette plongée au cœur de la traduction algébrique s'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour explorer de nouvelles structures de pensée. À très bientôt.